Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons en fait continuer sur la lancée de notre essai d'élucidation de la politique chinoise de la nouvelle administration Trump, qui est assez complexe et qui évolue constamment et qui a différents aspects. Aujourd'hui, ce qu'on va évoquer, le fait qu'on va évoquer concerne directement cette administration et les membres de cette administration et concerne Taïwan et la relation à Taïwan des États-Unis. Alors, en fait, tout commence avec un personnage qui s'appelle Darren Beatty, qui en fait avait été nommé pour un poste extrêmement important au sein du ministre des Affaires étrangères. Donc, en anglais, c'est Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs. Et donc, celui qui avait été choisi à ce moment-là, il y a 3 semaines, c'était donc Darren Beatty. Et au moment où il avait été choisi, il y avait en fait une pétition qui avait été créée, qui avait demandé en fait à Marco Rubio, donc le directeur des Affaires étrangères, si on peut dire, donc l'US Secretary of State, Marco Rubio, de reconsidérer en fait cette nomination. Pourquoi ? Pour des raisons qui en partie concernent Taïwan, concernent la Chine, et aussi pour certaines de ces affirmations, notamment le fait qu'il était très proche, donc ce qu'on appelle white supremacy. Donc lui-même, il avait émis des tweets qui sont apparemment assez dans la ligne de cette lignée extrêmement droitière du deuxième gouvernement Trump et notamment d'Elon Musk, et notamment celui-ci d'octobre de l'année dernière, qui correspond un peu à cette volonté du gouvernement Trump et d'Elon Musk de mettre fin sur le programme de diversité. Il disait, donc Darren Beatty, il disait competent white men must be in charge if we want things to work. Donc des hommes blancs compétents doivent être en charge si on veut que les choses marchent. Donc c'était extrêmement racialiste, donc disant qu'il y avait que des blancs, enfin des blancs compétents qui pouvaient faire marcher le pays. Et il disait ensuite que coddling the feelings of women and minorities demoralize incompetent white men. Et donc il disait que en fait prendre en compte les sentiments des femmes et des minorités, c'était en fait démoraliser, démotiver les hommes blancs compétents dont apparemment il faisait partie, il pensait faire partie, et ce qui est plus en lien avec notre propos, c'est que cette pétition réclamant sa démission, elle était liée à deux choses. D'une part, sa position sur les Ouïghours, et d'autre part, sa position sur Taïwan, qui le rendait en fait assez impropre à assurer ses fonctions, étant donné l'importance de la Chine pour les États-Unis aujourd'hui. Alors, deux phrases qui a été exprimées l'année dernière, qui sont ressorties étant donné évidemment ses responsabilités. Donc la première, c'était sur les Ouïghours, en disant donc un post sur X. Donc ça, c'est de 2021 qui est toujours accessible. Il disait, Darren Beatty, il disait the Chinese aren't genocidal. They just object to Uyghur supremacy and Uyghurness. If Uyghurs simply reject Uyghur supremacy, then we have no problem functioning in Chinese society. Autrement dit, il disait que en fait les Chinois ne commettent pas de génocide à l'égard des Ouïghours. Juste, ils s'opposent à la suprématie ouïghour et au fait d'être ouïghour, de fait de réclamer sa ouïghourité. Et donc c'est ça, ils s'opposent pas aux Ouïghours comme tels, mais en fait à cette ouïghourité. Et en fait, si les Ouïghours en fait rejetaient cette idée d'une supériorité ouïghour, en fait, il n'aurait aucun problème à fonctionner dans la société chinoise. Alors, on comprend en fait les liens entre ces deux choses, c'est-à-dire qu'en fait,
sa position white suprématiste au sein des États-Unis, il l'utilise en fait pour voir en fait la Chine, et donc c'est cette position de suprématie blanche qui l'amène en fait et ça c'est intéressant par rapport évidemment au rapport politique, qui l'amène en fait à excuser, à légitimer ou à dénier toute tentative, tout processus génocidaire ou en tout cas criminel des Chinois à l'encontre des Ouïghours. Alors on sait que ce sont des choses qui, le terme génocide peut faire, on va dire, question, on peut l'interroger, mais qu'il y ait en fait des emprisonnements, qu'il y ait des sévices, qu'il y ait un contrôle extrêmement accru, ça c'est assez bien documenté. Donc là, en fait, il se place en position du Chinois en tant qu'ethnie majoritaire qui regarderait les Ouïghours, et donc étant donné que dans la société américaine, il est contre la diversité, il pense que du point de vue de la société chinoise, c'est normal s'ils sont aussi contre la diversité, et donc légitimer le génocide, ou en tout cas les exactions de masse, ou contrôle de masse, contre les Ouïghours. Évidemment, à l'encontre de beaucoup de faits, mais ça correspond en fait à l'idéologie. Et on comprend pourquoi il dit ça. La deuxième chose, c'est par rapport à Taïwan, et là c'est donc un tweet du 25 mai 2024, il disait Taiwan will inevitably belong to China. It's only a matter of time. It's not worth expending any capital to prevent it. Okay. Et donc il dit que a visionary statement would see a deal to exchange Taiwan for concession on Antarctica. Donc il disait que en fait Taïwan deviendrait inévitablement chinoise. C'était juste une question de temps. C'était complètement inutile de consacrer du temps, de l'argent à empêcher cette chose-là, et qu'un chef d'État visionnaire, en fait, il ferait un deal entre donc je donne la Chine à Taïwan, et en échange la Chine me donne quelque chose en Afrique ou en Antarctique. Voilà. Et donc ça, évidemment, ça va à l'encontre de toute la politique américaine bipartisane, pour l'instant républicaine et démocrate, visant à assurer que la Chine ne prenne pas Taïwan par la force ou par la coercition. Et ça va aussi à l'encontre de la stratégie l'ambiguïté stratégique, savoir est-ce que les États-Unis aideraient Taïwan ou non. Il y a une ambiguïté stratégique. Ici, là, il déclare donc que la Chine peut y aller. De toute manière, ça sert à rien de se consacrer à cette question-là. Et donc ça posait problème que quelqu'un qui était Under Secretary of State, donc troisième rang dans la hiérarchie des affaires étrangères, émette ce type d'opinion, donc évidemment au niveau déjà politique, du point de vue de white supremacy, au niveau de la Chine des Ouïghours et au niveau de Taïwan. Donc ça faisait beaucoup, et donc il y a eu une pétition qui avait été lancée par différentes personnes, et notamment par le sénateur Andy Kim, qui avait exprimé son opposition en fait à une telle une telle manière de voir le problème. Et finalement, donc d'une certaine manière, on peut dire une bonne nouvelle par rapport à la politique taïwanaise des États-Unis, c'est que Darren Beatty donc a été remercié, comme on dit. Donc il n'occupera pas cette fonction. Donc il a été retiré de la liste des personnes potentielles, et donc apparemment ce serait Sarah Rogers qui remplacerait Beatty, et ça c'est quelque chose qui a été annoncé par Marco Rubio, et donc c'est important, parce que évidemment ce remplacement, étant donné la pétition qu'il y a eu, étant donné l'opposition qu'il y a eu à une telle position, il semble marquer en fait le fait que finalement les États-Unis, en tout cas les États-Unis, on dirait de la gouvernance Trump côté Rubio,
en fait, ne vont pas forcément lâcher Taïwan, ou en tout cas qu'avoir une position défaitiste par rapport à la Chine aussi ouvertement assumée que celle de Darren Beattie n'allait pas forcément dans le sens des affaires étrangères des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment important, mais évidemment c'est qu'une petite partie. Et tout le problème qui se pose aujourd'hui, c'est évidemment encore de savoir dans quelle mesure les États-Unis réagiraient aujourd'hui avec Donald Trump à leur tête à une invasion, ou au moins à une intimidation forcée de la Chine, étant donné aussi la manière dont Donald Trump gère le dossier ukrainien. Et c'est ça en fait qui est assez inquiétant. On sait que la Russie a envahi l'Ukraine, donc des dizaines de milliers de morts civils, torture documentée, invasion d'un pays aux frontières souveraines, et sous le prétexte que l'OTAN voulait se servir de l'Ukraine, alors qu'il n'en était jamais question. Et en retour, qu'est-ce que les États-Unis aujourd'hui disent? Donc ils cherchent de faire des pourparlers avec la Russie sur la base du fait que l'Ukraine peut-être ne retrouvera jamais ses territoires conquis, l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, et l'aide à l'Ukraine ne peut pas être liée à l'invocation de l'article 5 de l'OTAN qui assure le fait que chaque pays défend l'autre. Et en plus, les États-Unis n'enverront pas de troupes sur place, et aux Européens de se débrouiller en achetant américains. Donc, autrement dit, les États-Unis, la Russie, si la Russie avait envahi l'Ukraine pour que celle-ci ne soit pas membre de l'OTAN, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est en train de se passer, et donc le fait que est-ce qu'on peut tirer de la manière dont Trump gère le dossier ukrainien aux dépens de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ça laisse pas présager quelque chose d'assez inquiétant par rapport à Taïwan? C'est évidemment toute la question, mais ce remplacement donc de Darren Beattie par Sarah Rogers pourrait indiquer que cette politique asiatique diffère en fait de la politique européenne. C'est ce point qu'on voulait faire sur cet événement et sur le rapport de Trump à l'OTAN. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.